Pourquoi as-tu saboté une photo de famille? Ma belle-mère avait tout organisé à la perfection, attribuant une couleur à chacun pour gérer nos vies et rédigeant un livre vantant notre famille recomposée soi-disant idéale. Alors que, de notre côté, nous, les 6 enfants, partagions en secret un serveur Discord baptisé Survivre à Susan. Le jour où j'ai refusé qu'elle se serve du saladier de maman, celui qui lui appartenait avant de mourir, pour illustrer son livre de cuisine, elle a tenté de m'expédier dans un internat thérapeutique. Susan était convaincue d'avoir créé la famille recomposée modèle, mais nous, les enfants, avions d'autres plans. Petite, je pensais que toutes les familles possédaient sur leur frigo un planning coloré. Le lundi, bleu, pour les activités de Jake. Le mardi, vert, pour la danse de Mia. Le mercredi, violet, pour les cours particuliers d'Ethan. Le jeudi, rouge, pour le violon d'Emma. Le vendredi, jaune, pour mon foot. Et le samedi, orange, pour les cours de dessin de Noah. Le dimanche, c'était sacro-saint. Journée en famille, tous ensemble, entassés à 8 autour d'une table pour 6. Suzanne rayonnait, fière de sa tribu, en passant le fameux saladier. J'avais 9 ans lorsque maman est partie. Ces 2 ans passés seuls avec papa, Emma et Noah étaient paisibles, authentiques. Puis papa a rencontré Suzanne lors d'un groupe de soutien pour personnes en deuil, et du jour au lendemain, notre maison s'est remplie d'étrangers. Suzanne s'est installée avec ses 3 enfants, Jake, mon jumeau d'âge, Mia, 13 ans, et Ethan, le Benjamin, 7 ans. On s'est retrouvés à 6 enfants serrés dans une maison de 4 chambres, 23 cadres photos alignés sur la cheminée, là où il n'y en avait que 3 auparavant. À 12 ans, j'ai commencé à remarquer le silence étrange qui régnait entre nous. Rien de flagrant, juste des détails. Emma filait aux toilettes dès que Mia entrait dans la cuisine. Jake perdait son sourire dès que je lui adressais la parole. Au dîner du dimanche, on s'activait avec la précision d'un commando. Jamais côte à côte. Jamais à attraper le même plat, évitant soigneusement le moindre contact visuel. Suzanne plaisantait en disant qu'elle avait les enfants les plus organisés du monde. On riait tous, mais ça sonnait faux, comme du verre qui se fendille. À 13 ans, j'avais déjà repéré toutes les zones de tension invisibles de la maison. La salle de jeu du sous-sol, où Jake effaçait mes sauvegardes toutes les semaines. L'îlot de la cuisine, où Mia posait ses affaires pile à la place d'Emma pour le petit-déj. L'armoire de la salle de bain, où nos produits migraient mystérieusement vers celle des invités. Je croyais qu'on finissait par s'adapter. Suzanne appelait ça un chaos merveilleux. Pourtant, c'est Emma qui m'a ouvert les yeux. Elle m'a fait remarquer des trucs. T'as remarqué que Jake est soudain allergique à notre lessive? Ou bien, pourquoi Mia a-t-elle mal à la tête à chaque fois qu'on veut voir le film préféré de maman? On avait mis en place tout un système sophistiqué pour s'éviter, tout en donnant l'illusion de l'harmonie à Suzanne. À ses 40 ans, elle a exigé que chacun participe à la préparation de la fête. La cuisine est devenue un champ de bataille déguisé en atelier pâtisserie. Emma a vidé le dernier flacon de vanille dont Mia avait besoin, Jake a planqué le batteur en me voyant arriver, Noah a renversé les décorations d'Ethan. Au final, 6 desserts, chacun plus passif-agressif que le précédent. Suzanne trouvait ça merveilleux. Mes chéris ont tous voulu me faire plaisir. Le vrai déclic s'est produit à mes 15 ans. J'avais besoin d'imprimer un devoir, alors j'ai pris l'ordi de Mia. C'est là que je suis tombée sur le serveur Discord, Survivre à Suzanne, où tous les enfants échangèrent depuis 3 ans. Jake l'avait créé juste après le tout premier week-end camping pour nous souder de Suzanne, celui où elle nous avait forcés à partager des tentes. Le fil était sans pitié. Planning de la salle de bain mise à jour en temps réel, alerte sur l'humeur de Suzanne, compte à rebours jusqu'à la fin des activités imposées. Le canal qui m'a glacé s'appelait Plan d'évasion. Jake comptait les jours avant la fac, Mia avait déjà repéré chez quel proche passer l'été, Emma cherchait comment décrocher son bac en avance, Noah cachait des brochures d'internat sous son lit, même Ethan, 10 ans à peine, posait des questions sur les colonies de vacances. Mais le pire, c'était le canal Ce qu'on ne peut pas dire. Emma avait écrit qu'elle avait envie de hurler en entendant Suzanne fredonner dans la cuisine de maman. Noah avouait qu'il oubliait parfois la voix de maman et qu'il ne supportait pas le rire de Suzanne qui envahissait la maison. Jake, en pleine nuit, avait écrit « Je sais que ce n'est pas ta faute si ta mère est morte, mais je vous déteste tous d'exister chez moi. » Ce soir-là, au dîner, je nous ai vus avec un regard neuf jouer notre partition habituelle. Sourire de façade, gentillesse millimétrée. Suzanne a ressorti son éternelle histoire, celle où elle se disait bénie, et où même les autres mamans du club de lecture jalousaient son foyer si parfait. Emma serrait sa fourchette à s'en blanchir les phalanges. Jake fixait son assiette comme si elle pouvait lui révéler le sens de l'existence. L'œil de Mia tressautait chaque fois que Suzanne prononçait « famille ». Noah dessinait des plans d'évasion sur sa serviette. Ethan maîtrisait déjà le regard vide. C'est là que j'ai compris que le rêve de Suzanne reposait sur le dos de 6 enfants qui avaient été mis entre parenthèses, qui ils étaient vraiment, juste pour préserver son illusion. Elle était persuadée qu'on était des frères et sœurs, soudés par choix, sans se douter un instant qu'elle était la seule à nous lier. 6 gamins cabossés, jouant la comédie du bonheur en comptant les jours comme des détenus. Quand Suzanne a annoncé qu'elle écrivait un livre sur notre histoire pour guider les autres familles recomposées vers notre réussite, j'ai cru que rien ne pourrait me surprendre. 2 semaines plus tard, lors de la fameuse journée cuisine pour illustrer le livre, elle a attrapé le vieux saladier de maman, celui avec la petite fêlure, celui des biscuits de Noël de mon enfance. Elle l'a tendu à Ethan en lui demandant de sourire pour le chapitre « Nouvelle tradition familiale ». Les mots ont fusé avant même que je les contrôle. Ce n'est pas à toi. Le temps s'est suspendu. Le sourire de Suzanne s'est figé, tout le monde s'est immobilisé. Son photographe a capturé l'instant. Mon visage déformé par la colère, son sourire brisé d'incompréhension, Ethan cramponné au saladier comme à une bouée, et moi, incapable de bouger, prenant la mesure de ce que je venais de lâcher. Le sourire de Suzanne s'est figé en quelque chose que je n'avais jamais vu, une expression qui m'a glacé le sang.
Sa voix est tombée dans un murmure si menaçant qu'il a coupé le souffle aux 6 enfants. Ethan, les jointures blanches, serrait le saladier en céramique comme une bouée de sauvetage. Papa est apparu dans l'embrasure de la porte, sa tasse de café suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Je n'ai pas réussi à me taire. Les mots me sont venus, plus forts, plus nets. J'ai pointé le saladier qu'Ethan tenait. Même si ma voix tremblait, j'ai continué, expliquant que maman l'utilisait à chaque Noël, qu'elle me laissait racler la pâte à biscuits sur les bords quand j'étais petit. Suzanne a répondu d'une voix tremblante, répétant que nous étions tous une famille désormais, que ces traditions devaient être partagées. Le photographe, lui, n'a rien lâché, mitraillant la scène qui partait en vrille. Emma s'est approchée, sa main s'est posée sur mon épaule. Son chuchotement pour me dire d'arrêter s'accompagnait d'une pression rassurante qui m'a fait comprendre qu'elle était de mon côté. De l'autre côté de la cuisine, Jake a dégainé son téléphone, ses pouces dansaient à toute vitesse sur l'écran, le visage impassible. J'ai vu Suzanne jeter un coup d'œil à son écran, puis revenir à moi, les mains tremblantes. Elle a congédié le photographe avec un ton faussement léger, insistant sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un moment en famille et qu'on pourrait refaire les photos une autre fois. Le photographe a tout rangé au pas de course, visiblement mal à l'aise dans la cuisine saturée de tension, presque électrique. Papa a fini par entrer pour de bon et a exigé qu'on lui explique ce cirque. J'ai surpris Mia en train de lever son téléphone, son doigt tapotant l'écran. Plus tard, j'ai su qu'elle avait capturé le visage de Suzanne, déformé par une rage pure, juste avant que son masque de gentillesse ne reprenne le dessus. Suzanne a magistralement retourné la situation, parlant d'hormones, de deuil, de la résistance normale au changement dans les familles recomposées. Sa voix suintait la fausse bienveillance, pendant que j'essayais encore d'expliquer, de parler du bol, de tout. Les autres enfants sont restés muets, le visage fermé, comme à l'habitude. Papa a suggéré que j'aille marcher pour me calmer, avec ce ton mielleux qui voulait clairement dire qu'il n'avait aucune envie de gérer le conflit. En quittant la pièce, j'ai surpris Suzanne pianotant frénétiquement sur son téléphone, la même agitation que lorsqu'une histoire de son club de lecture tombe à plat. Dans le garage, affalé contre l'établi de papa, Noah m'a rejoint. Il m'a montré son écran sans un mot. Le serveur Discord explosait. Ça y est, s'affichait partout. Les messages des 5 frères et sœurs défilèrent trop vite. Jake avait carrément raconté la scène en direct. Mia avait posté la fameuse capture de la fureur de Suzanne. Même le petit Ethan avait écrit « Enfin » en lettres capitales. Emma nous a rejoints quelques minutes plus tard, refermant doucement la porte du garage derrière elle. Elle a sorti son téléphone pour me montrer un dossier que je ne connaissais pas. Sur l'écran défilèrent des années de photos comparatives, les posts Facebook de Suzanne face à la réalité. Ce Thanksgiving où elle avait prétendu que tout le monde avait cuisiné ensemble, alors que la date prouvait qu'on était dans des pièces différentes. Cette soirée jeu de société soi-disant spontanée, qui avait nécessité 3 heures de menaces pour rassembler tout le monde. Et tout en bas, une vidéo de l'anniversaire de Suzanne. On y voyait nos 6 visages crispés tandis qu'elle s'extasiait sur notre parfaite harmonie. On aurait dit une prise d'otage. Par la fenêtre du garage, j'ai vu Suzanne regrouper Jake, Mia et Ethan dans le salon. Emma et Noah se sont rapprochés de la vitre à côté de moi. Les gestes de Suzanne devenaient de plus en plus vifs pendant qu'elle parlait à ses enfants biologiques, désignant parfois le garage, genre réunion de crise familiale, mais seulement pour sa vraie famille. Le lendemain matin, le petit déjeuner s'est transformé en zone dangereuse. Suzanne a annoncé qu'elle avait pris rendez-vous pour une thérapie familiale, histoire d'apprendre à gérer le deuil et les difficultés d'adaptation. Mais en écoutant les horaires, j'ai vite compris qu'elle n'avait pris un créneau que pour moi. Une séance individuelle, pour gérer mes problèmes évidents. Emma a tapé sa cuillère contre son bol, Noah a figé son crayon en plein dessin, Jake n'a pas levé les yeux de son téléphone, mais ses mâchoires se sont crispées. Au collège, la conseillère m'a interceptée avant le premier cours. Le visage de Madame Peterson arborait cette expression prudente des adultes qui redoutent une explosion. Suzanne avait appelé, s'inquiétant de possibles violences à la maison. Le mot « instable » flottait entre nous comme une menace sourde. J'étais pétrifiée pendant que Madame Peterson me demandait si je me sentais en sécurité chez moi, si j'avais déjà eu des idées noires, ou pensé à blesser quelqu'un. Jake m'a coincé à midi près de mon casier. Sa froideur habituelle s'était un peu fissurée. 6 gamins, un calendrier plein de couleurs et du temps en famille, qu'il a lancé en mimant les guillemets. Suzanne gère cette maison comme une fusion d'entreprise où personne n'a jamais voulu fusionner. Il m'a dit que Suzanne paniquait parce que le photographe avait posté la scène sur Instagram avant qu'elle ne puisse réagir. Les commentaires pleuvèrent déjà pour demander si tout allait bien, si ça faisait partie de son projet de livre. L'image soigneusement contrôlée de Suzanne montrait ses premières fissures. Après les cours, je suis restée avec Emma et Noah près du rond-point, observant la voiture de Suzanne qui s'arrêtait. Elle a salué les autres parents avec enthousiasme, a fait monter Jake, Mia et Ethan, puis nous a superbement ignorés en repartant. On s'est lancé dans la longue marche sous la pluie glaciale, l'étui du violon d'Emma cognant contre sa jambe à chaque pas. Madame Chen, la voisine, m'a interpellée alors qu'on remontait l'allée. Elle m'a dit que Suzanne lui avait demandé de surveiller tout comportement préoccupant de ma part. Elle a bien insisté sur le mot préoccupant et a jeté un regard lourd de sens vers Noah et Emma, transi de froid. Suzanne avait laissé entendre que je pouvais représenter un danger pour les plus jeunes. Madame Chen m'a tapoté l'épaule, m'expliquant qu'elle avait répondu à Suzanne que ça lui semblait improbable, mais qu'elle pensait préférable que je sois au courant. Ce soir-là, j'ai découvert que Suzanne avait changé le mot de passe Netflix. Mon profil avait disparu. Des années de souvenirs effacés, comme si je n'avais jamais existé. Un détail, peut-être, mais j'ai tout de suite senti que c'était le début de quelque chose de bien plus grave. Tout disparaissait, plateforme après plateforme. Emma m'a trouvé plantée devant l'écran de connexion. Elle s'est installée à côté de moi et m'a montré un mail que Suzanne s'était envoyé, probablement en mettant Emma en copie par inadvertance, vu qu'elle partage un calendrier familial. L'objet du message, chapitre 12. Quand l'amour ne suffit pas, gérer les beaux enfants difficiles.
Mon prénom revenait 17 fois rien que dans le premier paragraphe. J'étais en train de devenir le grand méchant dans l'histoire que Suzanne se racontait. L'enfant à problème qui mettait en péril sa famille, recomposé digne d'un magazine. Ce soir-là, le dîner a atteint un nouveau sommet dans l'art de la guerre psychologique. Suzanne a servi tout le monde sauf moi, prétextant avoir mal évalué les quantités. Papa n'a rien dit, il a juste poussé un peu son assiette vers moi, mais je l'ai refusé. Sous la table, Mia m'a discrètement tendu une barre de céréales, le visage parfaitement neutre pendant que Suzanne lançait son laïus sur les limites et le respect en famille. Un peu plus tard, Ethan est venu frapper à ma porte. Dans son pyjama dinosaure, il avait l'air bien plus jeune que ses 10 ans. Il m'a dit qu'il ne voulait pas du bol et que sa mère se comportait bizarrement avec tout ça. Il a ajouté qu'elle avait passé 1 heure au téléphone avec quelqu'un, parlant de dossiers et de schémas de comportement. Pour la première fois, je voyais une fissure dans la loyauté des enfants de Suzanne, en dehors du serveur Discord. Les réseaux sociaux de Suzanne sont alors devenus une arme. Elle a publié une photo de famille datant du mois dernier, mais j'en étais soigneusement découpée. La légende disait « Protéger mes enfants des énergies négatives ». Parfois, aimer impose des choix difficiles. Maman comblée, espace sûr, la famille avant tout. En moins d'1 heure, 47 commentaires d'amis du club de lecture et de maman de l'APE s'accumulaient, plein d'inquiétudes. C'est sur la route du foot, ce fameux jeudi, que papa a fini par me demander ce qui se passait vraiment. Pour la première fois depuis des années, on était seuls, sans le théâtre de Suzanne. Je lui ai montré le serveur Discord sur mon téléphone, pas les discussions, juste la preuve que ça existait. Son visage a parcouru toute une gamme d'expressions, avant de se figer sur quelque chose d'indéchiffrable. Il m'a demandé depuis combien de temps on faisait semblant. J'ai simplement répondu « Depuis le début ». Ce soir-là, Jake a glissé un mot sous la porte de la salle de bain alors que je me brossais les dents. Son écriture était serrée, nerveuse. Elle cherche des internats et des programmes thérapeutiques. Je l'ai entendu au téléphone avec un centre dans l'Utah. Fais attention. Il avait signé d'un simple J. C'était la première fois qu'il prenait contact avec moi en dehors de Discord. L'escalade avait commencé. Suzanne montait minutieusement un dossier pour faire de moi la cause de tout, le perturbateur de son histoire parfaite. Mais elle avait commis une erreur fatale. Elle était allée trop loin, trop vite. Et désormais, les 6 enfants étaient enfin prêts à réagir. Elle a pris rendez-vous chez la psy, pile au moment du récital de violon d'Emma, comme par hasard. Elle a vendu ça comme une attention à mon bien-être, mais je savais reconnaître sa cruauté déguisée. Emma préparait ce récital depuis des mois. Maintenant, il fallait choisir entre soutenir ma sœur ou assister à une séance obligatoire avec l'amie de Suzanne, la fameuse docteure Vicky Thompson. J'ai choisi Emma. Le visage de Suzanne s'est fermé net quand j'ai annoncé ma décision au petit déjeuner. Elle a passé plusieurs coups de fil pendant que je mangeais, chaque conversation plus bruyante que la précédente. Avant même que je parte à l'école, elle avait déjà reprogrammé le rendez-vous 3 fois, à chaque fois en plein sur un moment important pour moi ou mes frères et sœurs. Pendant la séance, les questions de la docteure Thompson sonnaient comme des pièges. Elle m'interrogeait sur ma colère vis-à-vis de ma mère décédée, sur un éventuel ressentiment envers mon père pour avoir refait sa vie, sur le sentiment d'être remplacé par les enfants de Suzanne. À chaque question, mon deuil devenait suspect, presque pathologique. Je répondais du bout des lèvres, factuel, pendant que son stylo s'acharnait sur le carnet, avec de plus en plus d'agacement. Ce soir-là, Noah m'a montré son carnet de croquis. Il avait tout documenté depuis 3 ans. Dessin après dessin, notre famille divisée prenait forme. Des repas avec des murs invisibles, des anniversaires où les sourires ressemblaient à des grimaces. Un dessin montrait les 6 enfants comme des marionnettes, Suzanne tirant les ficelles. La preuve de notre malaise sautait aux yeux. Ethan, lui, a commencé à refuser de jouer le jeu de Suzanne sur mon soi-disant déséquilibre. Il l'avait surprise en train de s'entraîner devant le miroir à adopter un air inquiet, à répéter ses phrases sur la volatilité des ados et l'agressivité du haut deuil. Quand elle lui demandait de confirmer que j'agissais bizarrement, il haussait les épaules et s'éloignait. Jake avait bien remarqué la rébellion de son petit frère, et ça le troublait. De mon côté, j'ai passé des heures à imprimer les conversations Discord, histoire de laisser une trace tangible de notre mal-être collectif. L'imprimante a manqué d'encre 2 fois. J'ai caché des copies dans 3 endroits différents. Dans les poutres du garage, dans le socle creux de la vieille boîte à bijoux de maman, et dans un sac plastique enterré au fond du jardin. La détresse de 6 enfants, consignée, datée, archivée. Après le signalement de Madame Peterson sur les incohérences dans notre dynamique familiale, l'école a proposé une médiation. Suzanne a insisté pour que j'aie un accompagnement individuel, prétextant qu'une thérapie de groupe me permettrait de manipuler les plus jeunes. Elle a fixé un nouveau rendez-vous en solo avec la docteure Thompson, cette fois pendant l'exposition d'art de Noah. Le manège devenait flagrant pour tout le monde. Papa, Emma a lancé un blog anonyme sur la positivité toxique dans les familles recomposées. Elle n'a partagé le lien qu'avec 3 amis de confiance, mais en quelques jours, la section des commentaires débordait de témoignages semblables. Des parents qui exigeaient des liens instantanés, des enfants forcés de jouer la comédie, la fatigue de devoir maintenir des apparences. Le post d'Emma sur les mères disparues, effacé par les exigences des familles recomposées, a été partagé plus de 200 fois. J'ai suivi Suzanne à son rendez-vous café avec ses copines du club de lecture. Depuis ma banquette, je l'ai observée en pleine représentation. Elle s'essuyait les yeux en racontant à quel point ma prétendue crise de violence l'avait bouleversée, combien elle craignait pour la sécurité de ses enfants, et combien il lui était insupportable de me voir basculer. J'avais tout enregistré discrètement sur mon téléphone. Ses amis se sont empressés de la réconforter, suggérant des internats spécialisés ou des séjours en pleine nature. Ce soir-là, la mère de mon père a appelé. Suzanne l'avait contacté pour lui faire part de ses inquiétudes à mon sujet, sous-entendant qu'il vaudrait mieux réduire mes visites pour la sécurité de tous. La voix de ma grand-mère trahissait la confusion et l'inquiétude. Elle n'avait jamais rien remarqué d'alarmant chez moi. Je lui ai expliqué la situation, et son silence en disait long. Elle a promis de prévenir papa directement.
Les manœuvres de Suzanne sont montées d'un cran. Elle glissait des allusions à la mort de ma mère, laissait des brochures sur le deuil sur mon oreiller, ou programmait des bilans sur ma santé mentale au moment des devoirs. J'ai choisi de tout consigner calmement. Je tenais un carnet où je notais scrupuleusement date, heure et phrases exactes. Quand Suzanne s'est aperçue que j'écrivais durant ses monologues, son masque a commencé à se fissurer. Elle a exigé de voir mon carnet. Je lui ai répondu que je notais mes émotions, comme me l'avait conseillé la Dr Thompson. Mentir ainsi avait un goût de petite victoire. La réunion de famille approchait, 3 semaines plus tard. Susan a décrété que je ne pourrais y participer que si je montrais des progrès notables en thérapie et que je faisais des excuses publiques pour l'affaire du saladier. Cet ultimatum mettait une pression sourde. Mes cousins seraient là, ceux qui me connaissent depuis toujours et qui n'ont pas oublié maman. Suzanne ne pouvait pas se permettre qu'il devine la vérité. Un soir, Mia m'a trouvée seule dans la cuisine. Après avoir jeté un regard autour d'elle, nerveuse, elle s'est confiée d'un trait. Suzanne avait déjà agi ainsi. Lors de son premier mariage, elle avait fait passer le père de Mia pour instable, dès qu'il osait remettre en cause son éducation, convainquant tout le monde qu'il était le problème, jusqu'à ce qu'il abandonne, épuisé de devoir se battre contre sa version des faits. Mia avait vu sa mère se poser en victime tout en détruisant la réputation de son père. Le même schéma recommençait. Le masque de Suzanne est vraiment tombé lors d'un club de lecture à la maison. Quelqu'un a demandé à voir la photo Instagram du fameux incident avec le livre de recettes. Cette fois, la voix de Suzanne, d'habitude si contrôlée, s'est brisée lorsqu'elle m'a traité d'ingrate, incapable d'accepter l'amour. Le silence s'est installé. Plusieurs femmes se sont échangées des regards. Suzanne a tenté de se reprendre, mais le vernis était fondu. Son image de belle-mère parfaite venait de s'effriter pour la première fois, devant témoins. 2 jours plus tard, Suzanne m'a coincée dans la buanderie et mis ses conditions sur la table. Excuses publiques pour le saladier, soutien à son projet de livre, présence docile aux séances de thérapie, sinon elle pousserait papa à m'envoyer en internat spécialisé. Elle avait même préparé des brochures de 3 établissements différents, tous tournés vers les adolescents considérés comme « à problème ». Son sourire triomphant en disait long sur son sentiment de victoire. La voiture d'Emma est vite devenue notre QG. Les 6 enfants s'y tassaient après le départ de Suzanne pour son cours de yoga du jeudi soir. Suzanne joue aux échecs pendant que tout le monde croit dîner en famille, disait-on en observant ses manigances et en prenant des notes. Un peu comme si on constituait un dossier plutôt que de vivre simplement. Le vote a été unanime. Fini de faire semblant. Jake a alors révélé un détail capital. L'avance sur le livre de Suzanne était déjà en grande partie dépensée, entre la rénovation de la cuisine et les nouveaux meubles. Sans notre aide pour finir le livre, elle devrait tout rembourser. La pression financière expliquait son comportement de plus en plus nerveux. Nous avons alors élaboré une stratégie toute simple. Plus question de couvrir les absences de l'un ou de l'autre lors des activités de Suzanne, fini les sourires de façade pendant les séances photos, ou l'harmonie de façade lors des dîners familiaux. Nous n'allions pas devenir ouvertement hostiles. Cela aurait nourri son récit. Nous avons simplement cessé de jouer la famille parfaite qu'elle voulait tant exhiber. C'était subtil, mais le changement s'est fait sentir tout de suite. Au dîner, nous nous sommes assis où bon nous semblait, sans tenir compte du plan de table de Suzanne. Jake s'est installé près de moi, Mia s'est mise à côté d'Emma, Ethan a pris place entre Noah et moi. Suzanne observait la table, cherchant à comprendre ce qui clochait. Lorsqu'elle a fait remarquer que nous n'étions pas à notre place, les 6 enfants ont haussé les épaules à l'unisson. Papa a vite perçu la différence. Il semblait perdu de voir ses 3 enfants biologiques discuter naturellement avec ceux de Suzanne. Les vraies discussions ont remplacé la politesse de circonstance. Noah montrait ses dessins à Ethan, Emma aidait Mia en maths, Jake et moi parlions du jeu vidéo auquel on jouait ensemble. Le sourire de Suzanne se crispa de plus en plus au fil des jours. Le quartier aussi commençait à réagir. 3 voisines sont venues parler à papa, inquiètes non pas à cause de moi, mais à cause du comportement de Suzanne, devenu imprévisible. Madame Chen a évoqué les appels étranges de Suzanne, qui lui demandait de me surveiller. Une autre voisine a raconté que Suzanne avait tenté de la convaincre de témoigner contre moi pour prouver mon instabilité. La 3e avait entendu Suzanne me hurler dessus à travers la clôture, pensant que personne ne l'entendait. Après cela, l'éditeur de Suzanne a réclamé une interview familiale pour la promotion du livre. Ce mail a plongé Suzanne dans l'angoisse. Elle savait parfaitement que nous ne tiendrions pas la comédie face à un professionnel. Elle a essayé de gagner du temps en inventant des excuses d'agenda, mais l'éditeur ne lâchait pas. Toute la campagne marketing reposait sur l'image de notre belle famille recomposée. L'enseignante d'Ethan a aussi demandé une réunion. Lors d'un tour de parole en classe, il avait expliqué qu'il y avait 2 familles sous le même toit. Les vrais enfants et les beaux enfants obligés de faire semblant d'être frères et sœurs. Il avait même dessiné 2 tables de dîner, côte à côte. L'enseignante s'inquiétait de la dynamique familiale. Suzanne avait tenté d'étouffer l'affaire en parlant d'imagination enfantine, mais l'enseignante avait gardé le dessin. J'ai pris sur moi la responsabilité de la confusion d'Ethan, expliquant à l'enseignante que j'éprouvais des difficultés d'adaptation et que j'avais peut-être transmis involontairement ma frustration. Ce mensonge protégeait Ethan de la colère de Suzanne, tout en confortant aux yeux des adultes l'idée de mon instabilité prétendue. On pouvait vraiment sentir le soulagement de Suzanne, mais c'est le sourire complice d'Ethan qui m'a prouvé qu'il avait compris ce que j'avais fait pour lui. Notre petite rébellion, d'abord discrète, a pris de l'ampleur. On s'est mis à porter des vêtements qui n'allaient pas ensemble pour les photos familiales mises en scène par Suzanne, à inverser nos places sur les clichés. Il n'y avait plus de groupes séparés, enfants biologiques et beaux enfants se mélangeaient, et nos sourires devenaient sincères au lieu d'être forcés. L'ami photographe de Suzanne a d'ailleurs remarqué qu'on paraissait bien plus détendu. À cette remarque, la mâchoire de Suzanne s'est crispée. Toutes ses tentatives pour nous séparer se sont soldées par des échecs cuisants. Quand elle n'a voulu emmener que ses enfants faire les magasins, Jake a catégoriquement refusé d'y aller sans moi. Quand elle a organisé un dîner spécial juste pour eux, Mia a invité Emma et Noah à les rejoindre. Ethan, lui, s'est mis à nous appeler ses vrais frères et sœurs devant Suzanne.
ce qui la blessait visiblement à chaque fois. L'explosion est survenue un mardi soir. Papa était sorti à la quincaillerie quand Suzanne m'a coincée dans la cuisine, se mettant à hurler que j'avais monté ses enfants contre elle, détruit sa famille, et que tout allait parfaitement bien avant que je n'entre dans leur vie avec mon ingratitude. Sa voix est montée dans les aigus, sans qu'elle ne se rende compte que papa était revenu, figé dans l'embrasure de la porte, ses clés encore à la main. Le silence qui a suivi, après que Suzanne a réalisé sa présence, a semblé interminable. Elle a tenté de se justifier, de retourner la situation, mais papa, cette fois, avait enfin compris. Son visage trahissait un mélange de choc, de culpabilité et de prise de conscience soudaine. Il a demandé à Suzanne ce qu'elle voulait dire par « tout était parfait ». Sa réponse hésitante n'a fait qu'aggraver les choses. Madame Chen, quant à elle, a organisé une réunion informelle du club de lecture du quartier, centrée sur le comportement de Suzanne. 6 femmes ont partagé des témoignages inquiétants. La mère du bout de la rue a mentionné les questions déplacées de Suzanne sur ma santé mentale, une autre s'est rappelée de ses efforts pour récolter des histoires négatives à mon sujet. Le verdict était sans appel. Le problème, c'était Suzanne, pas moi. Le rapport de la conseillère scolaire est devenu notre meilleur atout. 6 entretiens avec 6 enfants différents révélaient tous la même chose. Nous étions malheureux. La conseillère notait une dynamique familiale malsaine, une séparation nette entre enfants biologiques et beaux enfants, et une pression constante pour afficher un bonheur de façade. Elle recommandait une thérapie familiale, avec un professionnel neutre, surtout pas le Dr Thompson. De son côté, Suzanne devait rendre le dernier chapitre de son guide sur la famille recomposée idéale dans 2 semaines. Mais son ordinateur restait ouvert sur le plan de travail, le curseur clignotant sur une page blanche. Elle écrivait frénétiquement, puis effaçait tout. Son récit s'écroulait et elle n'arrivait pas à transformer notre réalité en conte de fées. À l'école, l'heure de la sortie était devenue chaque jour un moment d'humiliation pour Suzanne. Les autres parents, au courant de sa crise sur le parking, l'avaient en vue me menacer à voix basse, persuadés que personne ne la regardait. Ils tenaient désormais leur distance, leurs enfants soudain très occupés pour ne plus jouer avec Ethan. Plus le cercle social de Suzanne se rétrécissait, plus ses rêves professionnels s'effondraient. Moi, je tenais bon, démontant patiemment son récit, lui répondant avec calme à chaque provocation, notant discrètement ses accusations, lui opposant un sourire triste et un demi-tour lorsqu'elle recommençait à menacer. Mon refus de jouer la méchante la poussait à des actes de plus en plus désespérés. Papa observait tout cela, de plus en plus inquiet. L'affrontement autour du livre est devenu inévitable. Papa a fini par lui dire qu'il fallait arrêter le projet, que la famille devait se concentrer sur la guérison, loin du regard des autres. La réaction de Suzanne a été brutale. Elle l'a accusé de choisir eux plutôt qu'elle, de se laisser manipuler par ses enfants, de manquer de courage pour soutenir ses rêves. La dispute a résonné dans toute la maison pendant que nous, les 6 enfants, nous réfugions dans la chambre d'Emma. Le lendemain, nous avons présenté à papa toutes nos preuves. Chronologie des incidents, copies de conversations Discord, photos prises par Emma, dessins de Noah, enregistrements audio, témoignages de voisins. La vérité était impossible à ignorer, et accablante. 6 enfants soudés dans leur mal-être, forcés de faire semblant d'être heureux pour une femme qui ne nous voyait que comme des figurants dans sa propre histoire. Suzanne a finalement accepté de mettre le livre entre parenthèses, prétendant vouloir se concentrer sur la famille. Mais nous savions tous qu'en réalité, sans nous, elle n'avait rien à raconter. L'éditeur, lui, ne cherchait pas une énième famille recomposée brisée, il voulait le conte de fées vendu par Suzanne, celui qui n'avait jamais existé ailleurs que dans sa tête. Son passage au blogging n'aura duré qu'une seule journée. Elle a publié un article sur la difficulté d'élever des beaux enfants en souffrance, expliquant que l'amour ne suffit pas toujours et que certaines blessures sont trop profondes pour guérir vite. En quelques heures, nous avions tous commenté pour rétablir la vérité, apporter des précisions, preuves à l'appui. Suzanne a supprimé l'article, mais les captures d'écran circulèrent déjà parmi les parents de l'école. Cette paix apparente était plus déstabilisante encore que les conflits. Suzanne organisait désormais des activités séparées pour ses enfants et les beaux enfants, admettant sans le vouloir ce que nous savions depuis toujours. Nous étions 2 familles contraintes de vivre ensemble, pas une vraie unité. Toutes ces tentatives pour sauver les apparences ne faisaient que souligner une fracture qu'elle niait depuis des années. Mais au fil des disputes, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les 6 enfants qui s'étaient longtemps évités sont devenus de vrais alliés. Jake m'aidait pour mes devoirs, j'apprenais quelques accords de guitare à Ethan, Emma et Mia échangeaient leurs vêtements, Noah dessinait des portraits de nous tous, non pas posés, mais en train de rire pour de vrai. On avait trouvé une forme de fraternité, une complicité née de notre résistance aux rêves de Suzanne. Puis, Mia a reçu un email de son père. Depuis des mois, elle lui donnait des nouvelles en cachette, partageant ses inquiétudes sur le comportement de plus en plus instable de sa mère. Il respectait ses choix, mais restait inquiet. Cette fois, il lui proposait une vraie porte de sortie, une chambre chez lui, une nouvelle école, de la distance avec la toxicité de Suzanne. Mia a imprimé le message et l'a relu pendant des heures, comme pour se convaincre que c'était bien réel. Les séances de thérapie familiale avec une psychologue impartiale ont tantôt permis de progresser, tantôt fait voler en éclats ce qui tenait encore debout. Le jour où on nous a demandé de jouer cartes sur table, on a tous serré les rangs, à 6, d'un même élan. Plus question de faire semblant, on n'en pouvait plus de porter des masques. On aspirait à de la sincérité, quitte à admettre qu'on était loin de la belle famille recomposée que Suzanne voulait absolument nous faire incarner. Le regard de la thérapeute, qui accueillait nos peines, a fait basculer Suzanne dans une spirale que chacun pouvait voir. Ses aveux sont sortis dans les larmes, et la fureur. J'avais besoin de prouver que je pouvais réussir là où mon premier mariage avait échoué. J'avais besoin que vous soyez irréprochable pour valider mes choix, pour montrer au monde que je savais rassembler une famille à la seule force de ma volonté. Son désespoir nourrissait chaque manipulation, chaque mensonge, chaque scène de bonheur fabriquée. Puis Jake a pris la parole, la voix égale. Je n'ai jamais été heureux ici, dès le début, mais j'étais prisonnier des attentes de maman. Je l'ai vu démolir mon père, et je craignais que la laisser tomber la détruise à nouveau. Mais là,
Je ne peux plus continuer à faire semblant. Je suis épuisée de feindre la joie, de soutenir son histoire, de sacrifier qui je suis pour préserver ses illusions. Les preuves s'accumulaient, implacables, des années de messages, de photos, de vidéos, de documents multiples. Le serveur Discord, à lui seul, contenait des milliers de messages révélant la détresse que nous partagions. Le rêve de Suzanne s'est effondré, et ce sont précisément les enfants qu'elle prétendait unir qui l'ont déclaré mort. Jake a lâché l'air de rien que l'argent du livre avait fini dans la rénovation de la cuisine, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. Honnêtement, le sens du timing était presque théâtral. La vérité pourtant était plus complexe mais indéniable. On était 6 gamins cabossés qui avaient créé quelque chose à force de survivre ensemble. Papa, lui, a tenté une excuse bancale. J'étais tellement perdue dans mon propre chagrin que j'ai laissé le rêve de Suzanne m'aveugler à votre souffrance. Je voulais croire à son histoire parce que ça me permettait de ne pas me sentir coupable d'avoir chamboulé vos vies. Ces larmes, c'était la première fois qu'on voyait un vrai émoi d'adulte depuis des années. La dernière tentative de Suzanne a été la plus cruelle. Elle a menacé de partir avec ses enfants à elle, forçant papa à choisir son camp. Mais l'ultimatum s'est retourné contre elle d'une façon spectaculaire. Jake, Mia et Ethan ont refusé de la suivre, restant avec nous, leur vraie famille trouvée au fil du chaos. Que les enfants de Suzanne préfèrent rester ici plutôt que de la suivre, c'était la claque ultime. La vérité de Jake a brisé quelque chose de fondamental chez elle. Son visage s'est fermé alors que son fils aîné lui racontait ses années de malaise et de fatigue à entretenir son rêve. Elle a cherché du soutien du côté de Mia, puis d'Ethan, mais il n'y avait plus rien à sauver. Même Ethan, 10 ans, s'est rapproché de moi, ignorant sa mère. C'est tout son monde inventé qui s'est effondré ce jour-là. Les documents extraits du serveur Discord dressaient un tableau accablant. Des années de stratégie d'évitement, de complicité tacite, de plans pour s'évader. La thérapeute a déroulé les pages imprimées, pendant que Suzanne restait figée, raide sur sa chaise, chaque page révélant une nouvelle couche de notre comédie familiale, une nouvelle fissure dans le récit parfait qu'elle voulait imposer. Papa pâlissait à mesure que la vérité se dévoilait. Suzanne, elle, tentait de reprendre la main, mais ses efforts devenaient de plus en plus désespérés. Elle a convoqué ses enfants un à un, essayant de leur faire croire qu'on les montait contre elle. Jake a enregistré l'entretien, Mia prenait des notes, Ethan est parti au beau milieu de la conversation. Leur refus unanime de rentrer dans son jeu l'a laissé démunie. La réalité financière, elle, a fini par rattraper tout le monde. L'éditeur de Suzanne avait exigé soit le manuscrit terminé, soit le remboursement de l'avance. Mais l'argent était déjà parti dans la cuisine et les meubles, pour mieux mettre en scène la famille idéale. Sans nous, elle n'avait plus rien à proposer. L'échéance est passée alors que Suzanne fixait désespérément l'écran vide, son curseur clignotant comme un reproche silencieux. Papa, de son côté, a lancé une procédure de séparation, pas encore le divorce, mais suffisamment pour que chacun puisse respirer un peu. La réaction de Suzanne a été explosive. Elle passait des larmes aux reproches acides. C'est à cause de toi si mes enfants se retournent contre moi, c'est la faiblesse de papa, c'est la psy qui prend parti. Pour elle, tout le monde était fautif, sauf elle. Le jour du déménagement, on s'est tous retrouvés là, les 8, à la voir faire ses cartons, les gestes nerveux. Elle a essayé une dernière fois de manipuler ses enfants, leur demandant de choisir entre elle et cette famille brisée. Jake m'a filé un coup de main pour charger les cartons dans sa voiture. Mia rangeait la vaisselle avec Emma, Ethan, assis sur les marches entre Noah et moi, me serrait la main dans la sienne. La dernière bataille s'est jouée sur un saladier. Suzanne voulait l'emmener, arguant qu'il était à elle parce qu'elle s'en servait. J'aurais pu me battre, faire un scandale, mais à la place je l'ai soigneusement emballé dans du papier journal et je le lui ai tendu. Elle est partie. Mes souvenirs de maman ne tenaient pas dans un objet. Le départ de Suzanne aurait dû ressembler à une victoire, mais cela sonnait vide. On est restés là, 6 enfants, à la regarder partir, ses propres enfants ayant choisi de rester avec nous. L'atmosphère de la maison a changé du tout au tout, pas forcément pour le meilleur, mais au moins pour du vrai. Fini les dîners mis en scène, les photos forcées, les faux semblants. Jake s'est installé dans la chambre du sous-sol que Suzanne lui interdisait autrefois. Son premier réflexe a été de supprimer le serveur Surviving Suzanne et d'en recréer un, rien que pour nous. Les messages ont changé eux aussi. On est passé des plans de survie à de vraies discussions, goût de film, entraide pour les devoirs, blagues et mèmes comme le font les frères et sœurs, toutes ces petites choses qu'on ne s'autorisait pas avant. Mia a choisi de rester malgré la proposition de son père, organisant des appels vidéo réguliers avec lui, mais préférant la famille qu'elle s'était construite ici, dans l'adversité. Sa relation avec Emma a évolué, passant de la distance à une véritable complicité. Elle se peignait les ongles, échangeait leurs vêtements, sans que la pression de Suzanne pour qu'elle soit sœur ne vienne tout gâcher. Pour Ethan, l'adaptation a été plus difficile. À 10 ans, il avait passé la majeure partie de sa vie à jouer la comédie du bonheur, et les vraies émotions, ça le désarçonnait. Il s'était mis à sourire pour les photos avant de se rappeler qu'il n'en avait plus besoin. Noah l'a accompagné dans des projets créatifs, lui montrant comment il pouvait traduire ce qu'il ressentait sur le papier, au lieu de garder tout pour lui. De son côté, papa se débattait avec un mélange de culpabilité et de soulagement. Il n'avait rien vu de notre malaise, mais maintenant il faisait des efforts. Les repas de famille ne sont plus devenus une obligation. Parfois, toute la fratrie était réunie. Parfois, on n'était que 2 ou 3, et cette possibilité de choisir a tout changé. On grignotait des restes dans des assiettes dépareillées, sans photos à poster sur Instagram. Suzanne a essayé de garder la main à distance, mais tout est tombé à l'eau. Elle a lancé un blog sur l'aliénation parentale, prétendant que j'avais monté ses enfants contre elle. Mais Jake, Mia et Ethan ont répondu avec leur propre version, décrivant des années de manipulation. Le blog a coulé en moins d'1 semaine. À l'école, le changement a sauté aux yeux. 6 enfants qui restaient toujours dans leur coin se retrouvaient désormais à la même table à la cantine. On s'entraidait pour les devoirs, on venait au spectacle ou match des uns et des autres par envie, plus parce que Suzanne l'imposait. Les profs ont vite remarqué qu'on avait l'air beaucoup plus épanouis,
Petit à petit, la maison s'est réorganisée presque d'elle-même. Emma pouvait jouer du violon quand elle voulait, sans avoir à se plier à l'emploi du temps de danse de Mia. Jake lançait ses parties de jeux vidéo sans se soucier de mon planning de foot. On s'arrangeait entre nous, comme une vraie famille. Le calendrier multicolore a disparu au profit d'un simple tableau blanc où l'on s'écrivait des petits mots. Un jour, sans prévenir, Ethan s'est mis à m'appeler son frère. Pas demi-frère, pas ce frère bonus que Suzanne voulait, juste frère. La première fois, j'ai dû sortir de la pièce. Emma m'a retrouvée dans le garage, pas vraiment en train de pleurer, mais pas loin, et elle a compris tout de suite. Papa s'est mis à la cuisine. Autre chose que des plats tout prêts, et chacun passait filer un coup de main ou suggérer une recette, parfois en cherchant une nouvelle sur Internet. Jake s'est révélé incroyable au wok. Mia avait la main pour les brownies. On partageait nos essais, réussis ou ratés, tous ensemble, sans avoir besoin d'en garder une trace en photo. Suzanne, elle, s'est retrouvée vite en difficulté financière. Privée de l'avance pour son livre, elle ne pouvait plus s'offrir l'appartement de ses rêves. Elle est retournée vivre chez sa mère, qui a toujours alimenté ses illusions. Sur ses réseaux, les photos de famille parfaite ont laissé place à des citations floues sur la résilience et les nouveaux départs. Le premier Noël sans Suzanne a eu un goût étrange. Quand papa nous a demandé ce qu'on voulait faire pour Thanksgiving, la réponse a été unanime. Rien de spécial. On a improvisé des sandwichs et joué aux jeux de société. Pas de tenue choisie, pas de ronde de gratitude, pas de selfie mise en scène. Juste 6 enfants et leur père qui apprenaient à devenir une vraie famille. Les dossiers d'Emma pour la fac parlaient de relations authentiques, pas de celles qu'on joue pour faire bonne figure. Elle a été prise là où elle voulait, avec une bourse. Le jury a souligné la sincérité de son texte. Suzanne, évidemment, a essayé de s'en attribuer le mérite sur Facebook, mais les 6 enfants ont rapidement signalé la publication. L'art de Noah aussi s'est transformé. Les croquis sombres sur les conflits ont laissé place à des dessins plus lumineux, où les liens étaient évidents. Son prof d'art plastique a proposé son portfolio pour une exposition jeunesse, et le tableau primé montrait 6 enfants autour d'une table, sans barrières invisibles. Il l'a appelé « Après la représentation ». Entre Jake et moi, une vraie complicité s'est développée. On jouait ensemble, sans compter les victoires. Il m'a initié au codage, et je l'ai épaulé en histoire. La rivalité que Suzanne avait installée s'est muée en solidarité. Les galas de danse de Mia sont devenus des rendez-vous de famille, choisis et non imposés. Elle dansait mieux sans le regard critique de sa mère. Son prof a même remarqué ce changement et sa confiance retrouvée. Papa, de son côté, a consulté un psy pour comprendre comment il avait pu laisser Suzanne tout contrôler. Il rentrait vidé mais gagnait en lucidité, et il a trouvé les mots pour s'excuser auprès de chacun. Pas d'avoir laissé Suzanne entrer dans nos vies, mais de ne pas avoir vu tout ce que cela nous avait coûté. Sans elle, la maison semblait plus vaste, les pièces désertées sont redevenues vivantes, et le sous-sol de Jake était devenu le spot de rendez-vous. On a ressorti de vieilles consoles, improvisé des tournois qui se terminaient en fou rire, plus en silence gêné. Les tentatives de Suzanne pour reprendre la main sont devenues de plus en plus désespérées. Elle a menacé de saisir la justice pour la garde, mais son avocat l'a lâchée après que Jake, Mia et Ethan ont dit vouloir rester avec papa. Le juge a ordonné des visites surveillées, auxquelles Suzanne n'assistait presque jamais, en continuant de répéter qu'on lui montait ses enfants contre elle. Les événements scolaires ont perdu leur stress. On venait par envie, pas pour remplir un album photo. D'autres parents nous ont dit qu'ils trouvaient qu'on avait l'air vraiment bien tous ensemble. Et puis, un jour, le fameux saladier est réapparu. Suzanne l'avait déposé devant la porte, avec un mot disant qu'elle n'avait plus besoin de nos vieilleries. Je l'ai retrouvé le lendemain matin, emballé dans le même journal qu'autrefois. Ce week-end-là, on a fait des cookies tous ensemble, assises dans la cuisine, en mélangeant les recettes de nos 2 mères, histoire de créer quelque chose de nouveau. Papa, peu à peu, a appris à nous voir comme des personnes à part entière, pas comme une famille recomposée façon Suzanne. Il a remarqué les goûts d'Emma, les dessins de Noah, mes stats de foot. Il posait des questions à Jake sur le codage, à Mia sur la danse, à Ethan sur sa passion des dinosaures. Les discussions se faisaient spontanément, loin des réunions forcées de l'époque Suzanne. Lors de la dernière séance de thérapie avant le départ officiel de Suzanne, on a pris conscience du chemin parcouru. Les 6 enfants, longtemps évités, choisissaient maintenant de se rapprocher. On a parlé de respect, de limites, de la différence entre subir une famille et choisir d'en faire partie. La thérapeute n'en revenait pas de notre évolution, et la dernière tentative de manipulation de Suzanne est encore passée par Ethan. Elle lui a envoyé des cadeaux accompagnés de petits mots disant qu'il lui manquait, dans l'espoir de lui faire ressentir de la culpabilité pour qu'il vienne la voir. Il ramenait les paquets lors des repas de famille, et on en parlait sans détour. C'est lui, et lui seul, qui a choisi de donner les cadeaux à une association. Personne ne l'y a poussé. Suzanne n'avait plus aucune emprise sur ses enfants. Tout s'était dissipé. Peu à peu, une nouvelle routine s'est installée. Les devoirs se faisaient dans la cuisine. Chacun s'y mettait là où il en avait besoin. Au dîner, parfois on était 8 autour de la table, parfois juste quelques-uns, selon les soirs. On a fini par découvrir les vrais goûts de chacun, et non pas ceux que Suzanne leur avait attribués. Jake raffolait des films d'horreur, Mia était passionnée de romans policiers, Ethan passait des heures devant des documentaires sur l'espace. 6 mois après le départ de Suzanne, j'ai aidé papa à décrocher le calendrier au code couleur. Derrière, on a retrouvé les marques de taille qu'Emma avait faites quand elle était petite, avant même que Suzanne n'entre dans nos vies. Papa a passé son doigt dessus, plongé dans ses souvenirs. On a passé l'après-midi à tracer de nouvelles marques pour chacun des 6 enfants, non pas parce que c'était demandé, mais parce qu'on avait envie de marquer notre vraie progression, ensemble. Le serveur Discord a fini par devenir un simple groupe où l'on échangeait des nouvelles du quotidien, des blagues, des anecdotes. Il n'y avait plus de plan tordu ou de stratégie pour s'en sortir. Il restait juste 6 frères et sœurs qui avaient enfin trouvé ce que signifiait vraiment être une famille, au beau milieu des vestiges du rêve de quelqu'un d'autre. On continuait à appeler ça « survivre ensemble », mais ce n'était plus la même chose. On ne survivait plus à Suzanne. Désormais,
On affrontait simplement la vie, tous ensemble, comme le font les familles. Merci d'avoir partagé cette histoire avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.